C'est bon. Merci. Merci Eric. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Donc c'est toujours avec beaucoup de nostalgie que je travaille sur les archives départementales de l'Aisne. Tant que j'étais ici, j'ai passé des midis entiers à faire des tonnes de photographies. Je peux vous dire que maintenant ça me sert beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à pouvoir revenir en salle de lecture. Mais il y a toujours des sujets à travailler. Et quand j'ai proposé ce sujet-là à Eric, ça faisait écho en fait à une demande que m'avait fait l'association historique de Saint-Gobain à l'automne dernier. Ils voulaient que justement je leur parle du froid et du chaud à Saint-Gobain. Donc je l'avais fait et j'avais dit à Eric pourquoi pas le faire sur le Pays Lannoy. Et là, je fais une redondance à ce qui se passe aux archives départementales parce que l'association historique m'a demandé une conférence pour le mois d'octobre. Je crois que c'est le 23 octobre. Et là, je vais leur parler des crimes au XVIIIe siècle. Voilà. Je n'avais pas beaucoup d'aspiration, mais le thème des archives départementales était tout choisi. Donc en fait, on a l'impression, avec la surmédiatisation dans laquelle on vit, que tous ces problèmes climatiques, c'est des problématiques des 20 dernières années. Loin de là. Madame de Sévigné écrivait déjà dans une lettre du 24 juillet 1675, « Tant il faisait froid au mois de juin, le procédé du soleil et des saisons est tout changé. Et je crois que j'eusse trouvé, comme vous, que c'était la vraie raison de cette froidure. » On est en 1675. Vous voyez, il fait très froid au mois de juin. Peut-être qu'on aura froid cette année, mais... Donc en fait, avec le recul, l'exploitation des archives, que ce soit des archives communales, des archives départementales, certains fonds des archives nationales, notamment en série M et K, mais aussi des écrits d'érudits, on se rend compte finalement que le climat n'a jamais été un climat rêvé tel qu'on peut le penser, c'est-à-dire que l'été commence le 21 juin et que l'automne arrive le 21 septembre. Ça, c'est une utopie. Et c'est une utopie depuis des siècles, voire des millénaires. Alors, grâce à des chercheurs du XVIIIe siècle, on peut avoir des courbes de température très tôt. Et donc, j'ai donc décidé de faire le parallèle sur ce XVIIIe siècle avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Parallèle sur les aléas climatiques, mais aussi toutes les conséquences qui en ont découlé. Donc, dans un premier temps, j'aborderai la période froide de la fin du XVIIe siècle à 1710, avec progressivement un retour à la normale vers 1740. Puis, j'expliquerai le retour à un temps plus clément, et enfin, je vous parlerai du gros orage du 13 juillet 1788, qui était très souvent oublié, mais qui peut être considéré comme l'une des causes de la Révolution française. Alors, en ce qui concerne la température et le climat à la fin du XVIIe siècle, en fait, on connaît depuis 1669 les relevés météorologiques. C'est Louis Morin qui, dès l'époque de Louis XIV, va mettre en place ces études climatiques, non seulement des relevés de température, mais aussi il utilise notamment le thermomètre de la Hire, qui se trouve dans l'observatoire, et il va relever à la fois la température, mais aussi le temps tout au long de la journée. Il était à Paris, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins fluctuant qu'en Bretagne ou en Picardie, mais ça nous permet d'avoir un point de départ très précis. Et c'est un point de départ qui a été utilisé très très tôt, puisqu'en fait, Pierre Goubert, dès 1968, l'a utilisé dans le Beauvaisis, Marcel Lachivert l'a utilisé également, et on a eu également Pierre Dayon, dans sa thèse sur Amiens au XVIIe siècle, qui se servait déjà de ces premières constatations du temps et du climat. Donc, à partir de ces relevés, on va pouvoir faire des parallèles entre ce qui se passe en France, ailleurs,
et en France, la Picardie et le Pays Lannoy. Généralement, entre Paris et le Pays Lannoy, il n'y a pas grand changement. Surtout quand l'abbé Coste nous raconte ce qui se passe à Laon et en fait, il est à Paris. Alors, à la fin du XVIIe siècle, c'est l'hiver de 1693 qui est la pire des crises qu'a connue la France du Nord. Par exemple, à Manican, le prêtre de la paroisse nous dit « L'an 1693, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, il a fait un si grand orage qu'en une seule nuit, l'eau a débordé et est venue si haute qu'elle emportait plusieurs bâtiments en différents endroits, et la pluie et l'orage ont été si forts que les blés, orges, avoine et chanvre ont été ruinés, qui est le sujet qui a causé tant de misère en l'année 1694. » Ceci montre que c'était un orage très important, mais un orage qui n'était pas limité à la commune de Manican. Vous savez que Manican actuellement a une particularité, c'est qu'à chaque fois que l'Oise déborde, Manican devient une presqu'île, puisque la commune est toute entourée par les bras de l'Oise. À l'époque, on peut imaginer que l'Oise avait débordé. Mais il n'y avait pas qu'à Manican que l'Oise a débordé. À Chauny, dans le registre d'état civil, on lit qu'en l'an 1694, le blé a valu 12 à 13 livres le septième mesure de Chauny, le vin 40 sols le pot et le cidre 10 sols, toutes lesquelles chertés ont eu une si grande misère et même la mort à plusieurs, comme on le peut voir dans ce registre dont le nombre de morts est de 62. L'on pourrait bien nommer cette année l'année de la famine et de la mortalité, car il n'y a jamais eu plus grande misère au monde. Voilà ce qu'écrivait le prêtre de la paroisse Notre-Dame de Chauny en 1694. Alors, vous avez un exemple d'illustration de ce que pouvait être un hiver à cette époque-là. Il y avait de la neige, et il y a eu de la neige tout au long du XVIIIe siècle, puisque il y avait de la neige, il y avait du gel, parfois très fort, puisqu'on enterrait dans l'église parce qu'on n'arrivait pas à creuser les trous dans le cimetière. Et c'était une neige qui perdurait pendant un certain temps. Donc pour en venir à Chauny, après cet hiver 1693 très fort, en 1701, nous avons un deuxième épisode qui reste marqué dans l'histoire à la fois de la commune, mais aussi dans les registres du bailliage. Le deuxième jour de février 1701, il a fait un si grand vent que les plus anciens de ce temps n'en ont jamais vu un pareil, lequel vent a emporté plusieurs édifices et renversé plusieurs bâtiments dans cette paroisse. Et autre malheur, un gentilhomme de Tracy, revenant de Chauny, fut emporté par la tempête dans la rivière qui descend dans la rivière d'Oise, où il fut noyé. Cet homme s'appelait Monsieur de l'Escafaud, il fut retrouvé le lendemain et fut ramené à Tracy. Ce vent a fait tant de dommages partout qu'il est impossible de le raconter. La croix du cimetière fut rompue, et 3 étaux du dôme du clocher furent aussi rompus. Le 29e jour de juillet en suivant, il a fait un si grand orage la nuit que 3 maisons de Saint-Paul furent brûlées du feu du ciel, c'est-à-dire de l'orage. Le 10e jour d'août, jour de Saint-Laurent en suivant, il a fait encore un si grand orage que tous les chanvres de Manican furent brûlés et tous les autres villages circonvoisins. Le mercredi 17 jour d'août, il a fait encore un si grand orage que les plus anciens de ce temps n'en ont jamais vu de pareil, lequel orage a brûlé le clocher de Bichampour dans la nuit entre le mercredi et le jeudi, lequel orage a duré plus de 10 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Par ce même orage, le clocher de Camelin tombe également. Donc on arrive au tout début du XVIIIe siècle avec, je dirais, un temps qu'on peut connaître actuellement. Des orages violents, du vent, des tempêtes. Mais ce qui va marquer le tout début
du XVIIIe siècle, c'est le fameux Grand Hiver. Alors on a donné le nom de Grand Hiver à l'hiver qui commence en janvier 1709. Alors, sur le tableau, vous avez en fait une représentation de la température pendant la nuit des rois 1709, puisqu'en fait c'était à l'épiphanie 1709 que ce grand hiver va se déclarer. C'est un hiver qui reste très longtemps dans les mémoires, parce que depuis 1701 et ses tempêtes et ses orages, les hivers ont été relativement doux et les étés assez chauds. En 1708, il y a quelques gelées tardives, une fin de printemps et un début d'été humide. Les moissons étaient retardées et sont médiocres. Et de ce fait, les prix vont commencer déjà à augmenter. Mais cette augmentation ne va faire n'est qu'un début, puisque le tout début de l'année 1709 s'avère encore pire. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1709, une vague de froid s'abat sur la France, qui fait baisser les températures en dessous de moins 20 degrés en une seule nuit. Et elle sera suivie d'autres vagues jusqu'au printemps qui se succèdent avec des périodes de gel et de dégel qui font périr les blés semés à l'automne. Devant ce désastre, et ne pouvant se condamner à mourir de faim et lançant des terres sans culture, on va ressemer en avril des semis qui avaient été faits à l'automne. Et on sème également des blés de printemps, du sarrasin, en espérant pour tout ça une récolte tardive. Donc, vous voyez sur cette carte de France, en fait, la progression du 0 degré, à quelle heure il va. Donc, il sera vers Orléans à minuit et il va avancer très très vite. Et donc, la France ne sera pas du tout épargnée par cette gelée. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans l'Aisne et en proximité de Laon? Alors, le curé de Camelin, qui est un curé comme celui de Manicamp, qui à une époque était des curés qui écrivaient beaucoup de choses dans leur registre, nous dit « La veille des rois, la gelée a été si violente que tous les blés ont été gelés. Le pain a valu jusqu'à 7 sols la livre. » À Pinon, le curé nous dit « Cette année 1709, l'hiver commença le 6e janvier à 4 heures du matin. » Alors lui, il est un petit peu plus tôt que tous les autres. Et il dura, dans sa grande rigueur, 3 mois entiers. Les gelées furent si violentes qu'elles gâtèrent tous les blés généralement, à la réserve toutefois de quelques petites pièces de cotiers et d'autres qui se trouvèrent à l'abri des bois et où les neiges ne purent fondre et qui empêchèrent le verglas. L'orge, pour ensemencement au mois de mai et suivant, valait 10 à 11 livres le pichet, mesure d'anisie, et les autres grains à proportion. Le blé s'est vendu l'année suivante 8, 10 et 12 livres. Ce qui a fait baisser de prix a été la grande quantité d'orge que l'on a dépouillée et dont beaucoup plus de la moitié du peuple vivait, étant même réduit pour la plupart à manger du pain de son, qui était aussi fort cher, jusqu'à 40 sols le pichet. L'avoine, dont la plupart se nourrissaient, valait 40 à 45 sols aussi le pichet. Les noyers sont tous morts, les châtaigniers, les pêchers, les abricotiers, comme aussi la plus grande partie des poiriers et des pommiers. Ce qui a causé des pertes irréparables d'un demi-siècle au moins. Donc le curé de la paroisse de Pinon, en 1709, estime qu'il va falloir 50 ans pour se relever de cet hiver. Alors le prêtre de Longueval, près de Braine, lui aussi est très prolixe. L'an 1709, le dimanche du 6e jour de l'Épiphanie, la gelée prit environ vers les 6 heures du matin. Vous voyez, il y a des petites subtilités en fonction où on se trouve dans le département. Et dura 18 à 19 jours. Le prêtre d'Opinon nous dit 3 mois. Lui, c'est 18 à 19 jours. Avec une violence si grande que tout gelait. Après lequel temps il dégela et plus en sorte que tout était plein d'eau, car il y était tombé beaucoup de neige. Et après 4 ou 5 jours de dégel et de pluie, la gelée recommença
tout de nouveau avec une pareille violence, de manière que coteaux, labours, montagnes, vallées n'étaient que glace, toutes les graines gelées qu'on ne recueillit aucun froment sur la montagne, très peu de seigle dans la vallée. Les vignes furent toutes gelées, on ne fit pas de vendange, on fut obligé de prendre des vieux blés pour sommer au mois d'octobre, qui valut jusqu'à 500 livres le muid. Le seigle nouveau alla jusqu'à 7 ou 8 livres le pichet. On craignait de mourir de faim. C'était pitié, mais Dieu, dans le plus fort de sa colère, n'oublie jamais la miséricorde. On sema quantité d'orge qui valait 10 livres le pichet, et quantité d'avoine dans les terres où le mois d'octobre précédent on avait sommé du froment, et la récolte en orge et en avoine fut très abondante. C'est un miracle de la Providence que j'ai constaté, moi, Louis Béziers, pauvre curé de Longueval et doyen de Bassoches. Vous voyez, dans ces moments qui sont des moments de crise, eh ben, on en appelle à Dieu, et là, cette fois-ci, il a exaucé, puisqu'il y a eu beaucoup d'orge à la place du blé d'hiver. Alors, tout au long de ce XVIIIe siècle, en fait, les prêtres vont avoir à la fois un rôle très important pour relater les événements, mais aussi pour se glorifier un petit peu de leur position et ramener à la religion catholique les gens qui en seraient un petit peu égarés, parce que grâce aux prières, pour avoir du beau temps, pour ne plus avoir de gel, on peut avoir de bonnes récoltes. Un peu plus loin, à Taillefontaine, la postérité remarquera qu'en cette année 1709, le froid de l'hiver ayant commencé la veille des rois, a régné l'espace de 3 mois avec une telle violence que de mémoire d'homme, on n'en a pas remarqué de semblable. En sorte, presque toute l'Europe en a été tellement affligée que tous les blés ont été gelés, n'en ayant recueilli dans cette paroisse, au lieu de 12 ou 15 nuits, que 3 pichets. 2 pichets de froment et l'autre de seigle. On n'a pas été plus heureux dans la récolte du vin puisqu'on n'en avait pas recueilli pour faire une panne de vin. Donc vous voyez, ce grand hiver de 1709, l'une des calamités, un petit peu de céréales, mais on n'a plus du tout de vignes pour produire. Et pareil, la moitié des arbres fruitiers ont été perdus, les noyers sont morts. Et particularité, très souvent on nous parle de la situation locale, mais là, le prêtre de Taillefontaine nous dit « Les hommes qui se sont trouvés dans le voyage ont été retrouvés morts aussi. Tous les animaux de la terre, gros et petits, et particulièrement les oiseaux, ont tous péri. Les nids à plusieurs portées ont été glacés. Et les hommes, quoique fournis de blé, ont manqué de mourir, ne pouvant avoir de farine, tous les moulins à eau ayant été glacés. En sorte que dans une telle calamité, on a été obligé de recourir à l'orge, au sarrasin, à la vêche, à l'avoine et aux autres menues graines pour ensemencer ces terres. Et on en a vécu toute l'année. Les menus gens ayant souffert une famine extrême, la plupart sont morts et cela a duré pendant 18 mois. Donc partout, les récoltes sont anéanties. Récolte a été anéantie pendant une année, voire plus pour les céréales. Et pour tout ce qui est arbres fruitiers, etc., il faut tout replanter. On en est dans une telle situation qu'on en arrive à ne même pas adjuger les marchés de bois en forêt de Saint-Gobain, puisqu'il n'y a plus d'argent pour acheter du bois. Alors, si on regarde un petit peu les travaux qui ont été faits sur ce fameux grand hiver, c'est notamment les travaux de Jean-Pierre Legrand et de Maxime Le Goff sur les mesures de Louis Morin. Ils nous donnent vraiment des choses très précises. Donc la vague de froid, vous avez compris, elle commence le 6 janvier 1709, entre minuit et 6 heures du matin, en fonction de où vous vous trouvez dans l'Aisne. Et elle va s'étendre sur 11 jours avec des valeurs minimales entre moins 15 et moins 18 degrés. Donc quand vous dites qu'il fait froid l'hiver, c'est un petit peu, on a un petit peu plus chaud quand même. Et il y a eu à cette période-là une seule journée de beau temps, ce sera le 17 janvier où il n'y a eu que moins 7 degrés.
À partir du 24 janvier, le dégel s'amorce et le froid revient du 4 au 10 février, avec des températures beaucoup plus hautes, puisque nous n'avons que moins 5 degrés la nuit. Et il y a un redout, mais un redout très mauvais, puisqu'en fait, le redout, ça monte de façon très spectaculaire, jusqu'à 12 voire 15 degrés. Et on rechute à nouveau entre le 21 février et le 3 mars, à moins 13 degrés. Les observations de Louis Mourat sont très précises, parce qu'en plus des températures, on a aussi des données concernant la pression et le vent. Et à cette époque, on a donc un vent d'est ou de nord-est soutenu qui arrive juste avant les périodes les plus froides. Alors, pour compléter ces problèmes de disette qui ont lieu en 1709 et les années suivantes, je me référerai au très bon article qu'a fait Jérôme Buridan, disette de grain, disette de bois, essai d'analyse des prix dans le nord de la généralité de Soissons au XVIIIe siècle, qui est paru dans le tome 40 des Mémoires de la Fédération. Donc, ça fait combien? Je ne sais même plus le numéro. Ça fait 20 ans, mais il est toujours totalement d'actualité et il est toujours dans les ouvrages récents qui sont sortis il y a les 2-3 dernières années sur les problèmes climatiques. Il est toujours cité comme ouvrage de référence. Donc je ne vais pas le plagier, je vous laisse aller le voir sur le site de la Fédération puisqu'il est en ligne. Donc c'est le tome 40. Voilà. Alors après cet hiver de 1709 qui a été un hiver très très froid, voilà. Alors là je vous ai mis un extrait. Donc là c'est l'extrait, un extrait du registre paroissial de Camelin où une sépulture a lieu dans l'église parce que le sol du cimetière est gelé. Et après 1709, on va se dire qu'on va repartir vers une période peut-être de calme, peut-être d'accalmie. Est-ce vraiment un climat plus propice? Il y a d'abord un certain nombre d'aléas divers et variés. Je dirais qu'on ne va pas reconnaître avant 1740 un grand épisode comme celui de 1709. En 1713, on a par exemple les ailes du moulin qui tombent à cause d'un vent trop fort. Alors, le prêtre de la paroisse de Quincy nous l'explique parce qu'en fait, Firmin Ancelot, le meunier, qui est en train de travailler, il a reçu l'aile sur lui, donc il en est décédé. Il a eu la tête cassée par l'aile du moulin. Donc c'est toujours à travers parfois des anecdotes et des choses comme ça que l'on va savoir quel temps, à quel moment va être plus ou moins propice. À Blérancourt, en janvier 1716, on va enterrer une veuve dans l'église parce qu'il a aussi gelé trop fort. Alors, en 1717, il y aurait eu une très grosse tornade en forêt de Saint-Gobain, puisque on nous dit, dans les archives du bailliage, que c'est l'une des 4 plus marquantes du XVIIIe siècle. Sauf qu'on ne nous dit que ça. Donc, quel est le point de référence pour celui qui a rempli le document? On ne sait pas. Et surtout, comme c'est un document qui est écrit en 1717, il n'a pas la référence pour tout le siècle. Donc, est-ce qu'il fait référence au XVIIe siècle ou juste aux premières années du XVIIIe? On n'en sait rien. Donc, vous voyez, parfois, il faut naviguer entre les différentes sources, entre les sources des différentes communes et entre les sources des archives départementales et des archives communales. Et puis, naviguer entre les registres paroissiaux et surtout avoir les originaux, parce que quand vous avez eu des copies, très souvent les petites anecdotes des prêtres n'ont pas été recopiées. Alors, par exemple, à Assy, le prêtre nous dit en 1725 que le temps n'a pas été clément. Une pluie
de 4 mois, depuis le 15 mai jusqu'au 12 septembre, qui avait fait périr tous les fruits des arbres et des vignes même, qui promettaient alors abondance de vin, était encore l'espérance, et on avait encore l'espérance de faire la moisson, mais tout a été ôté en septembre. Le froment valait 15 francs les seins au mois de septembre, mais Dieu, en faveur des prières publiques que l'on fit pendant 3 mois, repoussa les nuées. Vous voyez, 3 mois de prière pour enlever la pluie. Et le beau temps permit que l'on finît la moisson heureusement. Vous imaginez une moisson de fin septembre? Il n'y a plus rien. Il n'y eut que les 2 tiers de blé, et encore il fut mouillé. Il était si frais que celui qui en avait dans sa grange pleine mourait de faim, faute de pouvoir le moudre au soleil. Et pendant les 2 premiers tiers de la moisson, le blé n'a pas pu sécher, on secouait les gerbes et on l'exposait ensuite à l'air, quand la pluie cessait. Mais finalement, le prêtre n'est pas mécontent, puisqu'il dit qu'il y a eu le double de blé que l'année précédente. Double de blé en quantité, mais on n'en a pas gardé. Au bout d'un mois, il n'y avait plus du tout de blé, puisque tout avait pourri. Et dans les vignes, le curé est désolé, parce que dans ses propres vignes, il n'a eu que 2 mues et demie, et que ça a été plutôt que du verjus plutôt que du vin. C'est très dommageable pour le vin de messe. L'année suivante, il nous dit, c'est un prêtre qui parlait beaucoup de la pluie. Les pluies continuelles de la dernière année ont tellement refroidi la terre qu'elle n'a fourni cette année qu'une petite récolte en blé, qu'on peut estimer être demi-récolte, et un 5e au plus d'années en vin. Le blé s'est trouvé ce qu'il y a eu de meilleur. Le vin était délié, mais sans feu. Les autres fruits sans aucune qualité. Cependant, malgré la médiocrité de la récolte, le blé ne valait que 100 sous les seins, et le vin 64 livres au dernier jour de cette année à cause de la grande rareté de l'argent. Donc, dans ces années 20, 1720, on remarque des pluies assez importantes, plus de grandes froidures, puisque plus personne n'écrit sur ces froidures, et il va falloir attendre 1739 et surtout le long hiver de 1740. Donc 1709 a été appelé le grand hiver et 1740 le long hiver. En fait, la gelée commence très tôt, dès le mois d'octobre 1739. Et elle va s'accentuer à partir du 6 janvier et durer pendant 75 jours. En mai, les gelées sont fréquentes, et en juin, il fait encore froid. Et pour certains auteurs, on nous dit que la France subit alors un petit âge glaciaire. Donc, en ce qui concerne l'année 1740, à Suzy, par exemple, les 9, 10 et 11 janvier, il a fait un froid excessif et presque insupportable, au moins 1 degré de moins qu'en 1709. Mais comme on ne vous dit pas quelle température il a fait en 1709, on ne s'avance pas trop. La terre de 2 pieds et demi et la glace aux étangs de Prémontré a été gelée sur 28 pouces d'épaisseur. Donc là, on commence à se rendre compte que c'est assez profond. Et les arbres sont fendus tout seuls dans la forêt. À Blérancourt, à nouveau, on enterre dans l'église à cause de la gelée. C'est une grande spécialité de la commune de Blérancourt, où tous les hivers, presque, on va enterrer dans l'église. Et à Camelin, l'hiver a commencé dès le milieu de novembre 1740 par des gelées si fâcheuses que les terres n'ont pu être semées. Les gelées ont toujours continué avec des neiges jusqu'au 15 février. Elles étaient si fortes que le vin a glacé dans les tonneaux dans la cave du presbytère, le pain et la viande que j'y avais fait porter. L'eau glaça dans le coin de mon feu. Les rivières d'Oise et d'Aisne étaient tellement glacées que l'on passait dessus pour aller à Noyon et à Soissons. Le dégelé du 15 février ne dura environ que 8 jours. Au bout de ce temps, la gelée recommença, ce qui retarda tellement en mars les ouvrages. Les vignes ne furent pliées dans mon jardin qu'à la fête de la Saint-Gervais. Vous imaginez le grand drame pour un prêtre ne pas avoir son vin de messe à temps. La plupart des terres restèrent incultes. Les blés ont été gelés par la rigueur de l'hiver. Ceux qu'on n'a point retournés pour y semer des orges n'ont rien produit que de l'herbe et ont été coupés au commencement du mois de septembre.
Le blé valait 10 livres au mois d'août, le pain 5 sols moins 1 liard la livre, et a toujours continué d'être au même prix jusqu'à aujourd'hui 1741. Partout, la disette s'installe. Alors, finalement, 1709, 1740, deux gros hivers, entrecoupés par une période assez pluvieuse. Rien d'exceptionnel, vous allez me dire, par ce qui se passe chez nous. On a des hivers un peu froids, pas des températures comme ça, mais on les a eues en 1980. Voilà, mais on l'a oublié. Alors, là, dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, est-ce qu'on a un temps plus clément ou un temps plus humide? Est-ce que le XVIIIe, finalement, pourrait être considéré comme un siècle chaud ou orageux? Finalement, on se rend compte que la pluie, elle tombe très souvent par de violents orages et des grêles, de grosses grêles. Par exemple, le 16 août 1756, il y a toute une nuée de grêle qui s'abat sur le château, l'église, les moulins de la Fère, le moulin de Bricquenay à Saint-Gobain et aussi le château de Rogecourt. L'Espère, qui en dresse le constat des dégâts, nous dit que la couverture en ardoise, nous l'avons entièrement trouvée cassée, ruinée des deux côtés par la grêle, tant au midi qu'au septentrion, ce qui en fait en tout la somme de 1300 livres. La maçonnerie, c'est-à-dire les murs qui sont au devant et au midi, ont aussi souffert des efforts considérables, étant lézardés et ébranlés jusque dans les fondements par les efforts de la charpente qui est partie cassée et partie dérangée, de sorte que les pignons doivent être abattus au devant et sur les côtés, et il est nécessaire de tout rétablir, toute la maçonnerie. Des violents orages, on en aura encore, par exemple en 1767, autour de Chauny, Neuflieu, Salancy, Crépigny, et en 1767, donc la buerie de Chauny va se retrouver également sans toit. On aura d'autres orages en 1769, en 1772, en 1780, 1783 qui vont laisser des traces assez importantes. Donc, on est à la fois sur une période où on a, dans ce milieu du XVIIIe siècle, des orages, mais aussi des variations climatiques très importantes. Les hivers sont froids. Par exemple, en 1762-63, April, il a commencé à geler le 25 novembre. Et il a gelé sans discontinuité jusqu'au 30 février 1763. 30 janvier. Ouais, non, il n'y a pas de 30 février. La rivière a gelé partout. Son épaisseur était de 10 pouces. On ne sait pas où c'est partout, mais en tout état de cause, on était dans des zones très gelées. À Chaillevoix, le 21 avril, on baptise un enfant mâle trouvé dans la neige sur le territoire du bail Chaillevoix et dans l'heure qui suit, il va décéder, bien entendu. L'automne 1768 est très pluvieux et les semailles sont reculées. L'hiver 1768 est froid, mais au printemps, les mauvaises herbes ont poussé. Puis le mois d'avril, de mai ont été secs. Le mois de juillet connaît de grandes sécheresses qui échaudent les blés. Les vents de juillet et d'août ravinent les pentes. Les fruits sont gâtés. Les hannetons et les verves poursuivent l'œuvre de description. En 1772, les gelées d'avril, de mai et de juin nuisent totalement aux vendanges, qui ne sont pas par moitié par rapport à la quantité habituelle, et on perd à peu près le 7e des fruits. L'année 1774 est une des pires qu'a connue le nord de la France. Les grains se vendent très cher. Et c'est la seule fois où j'ai vu dans les archives, dans la série B, que l'on allait aider les habitants les plus pauvres de l'an en leur apportant 400 sacs de grains pour les distribuer au printemps 1775. Autant toutes les paroisses sont très souvent aidées, Laon, qui est une grande ville, qui a beaucoup d'institutions charitables, on ne l'aide très peu.
Et bien cette année 1775, on va lui apporter des sacs de blé. 1776, d'après Lavoisier, c'était aussi pire que 1709. Si on regarde ce qu'écrivent les prêtres locaux, par exemple à Gugny, il fait froid pendant une période de 5 semaines. Et ce n'est gelé que sur l'épaisseur d'un pied. Donc, finalement, on est petit joueur par rapport à 1709. Par contre, les puits qui ont été construits depuis cette époque-là sont des puits qui sont beaucoup moins profonds, donc qui gèlent beaucoup plus facilement. Et la récolte de cidre est gelée dans les tonneaux. Ah bah oui, mais il ne faut pas oublier que c'est le prêtre qui écrit. Et, ah bah il en a du cidre, il a du vin, donc toutes ces calamités font qu'on a une crise supplémentaire qui commence à émerger à partir de 1774 et qui va augmenter jusqu'en 1779. À partir de 1780, les pluies sont abondantes mais sont suivies d'une sécheresse qui diminue les récoltes de céréales de moitié. On retrouve autour de Laon et autour de Chauny un orage le 8 septembre qui a été si violent que pendant 3 heures, les torrents d'eau ont emporté les terres de vigne, renversé les clôtures, les bâtiments. À Trolly-Loire, en 1782, le vin est fort mauvais, on n'en a récolté aucune espèce et on n'a récolté aucun fruit. Et le printemps 1784, les fontes des neiges occasionnent des grandes inondations de l'Aisne, de l'Oise et de la Serre. Et ça n'a rien de nouveau, puisque vous savez que tous les printemps, l'Oise et l'Aisne débordent, la Serre également. Donc, puis on a une extrême sécheresse avec une très faible récolte des cultures qui n'avaient pas été inondées par les pluies continuelles, ce qui fait que les récoltes vont germer sur pied. En 1785, le 4 août, on a un énorme orage qui traverse tout le département. Nombreuses sont les pertes du côté de Guise. La moitié du foin de Manican est détruit. Et après s'y installent des sauterelles. Ça, il n'y en a plus. Le prêtre de Manican nous raconte aussi qu'en 1786, le vin n'a rien valu. Les raisins n'ont pas mûri. Les foins ont encore plus manqué que l'année précédente. Mais il y a beaucoup de maïs. Les seigles bons et pas de blé. Le blé vaut déjà 6 livres le sétier, il n'y a pas beaucoup de seigles dedans. Les chanvres sur pied sont vendus 22 à 23 écus le sétier. Le bois, toujours plus cher. Le vin est encore au même prix. Jusqu'à ce moment, du 15 septembre de la présente année, les raisins ne vont pas encore bien. Les toiles sont hors de prix. Le tout a augmenté de moitié depuis 10 à 12 ans. Donc vous voyez, on n'est peut-être pas encore arrivé à ça. Les prix n'ont pas encore augmenté de la moitié depuis 10 ou 12 ans. Mais aussi, le monde est beaucoup plus corrompu depuis ce temps. Et le prêtre, d'en conclure, la religion s'en va fort par les mauvais exemples que l'on voit du grand monde. La jeunesse est entièrement corrompue par les cabarets parce qu'il n'y a plus de quoi lui donner à manger. Puis nous allons arriver au grand épisode, c'est l'épisode des grêles de 1788. Alors l'épisode des grêles de 1788, c'est un épisode très important parce qu'en fait, il a laissé une littérature très très abondante. La carte que vous voyez sur la gauche sur le tableau, c'est on voit pas bien, non? Donc c'est une carte qui est conservée aux Archives nationales. Les deux tracés qui sont en rouge, c'est les deux passages de grêle qui vont se succéder l'un après l'autre. Donc, c'est la première fois qu'on a une cartographie d'époque pour un phénomène climatique. De nombreux savants, de nombreux scientifiques vont écrire à ce sujet-là.
On retrouve une très grande littérature à ce sujet dans le journal des savants, avec des informations très précises, et notamment les informations du père Cotte, donc le père Cotte qui était chanoine de l'église cathédrale de Laon, et secrétaire de la Société d'agriculture de Laon et correspondant de l'Académie royale des sciences. Alors, toutes les données qui sont données dans le journal des savants peuvent se suivre heure par heure. Et on a en fait la marche de l'orage. C'est pour ça que cet orage est tant connu, puisqu'en fait, en fonction de où vous vous trouvez, normalement, vous savez comment ça se passe. Alors, moi, quand j'ai commencé à lire les dossiers concernant cet orage aux Archives nationales, j'ai cru le père Cotte. Parce que le père Cotte, pour moi, c'était une bonne référence lanoise. Il y a beaucoup de choses, il a laissé beaucoup de choses à la bibliothèque municipale, il y a beaucoup de choses que l'on retrouve même dans la série D des archives départementales ou aux archives nationales. Et il nous dit, la température a été très chaude et très sèche en juillet, notamment le 10. Les jours précédents, l'événement sont marqués par la canicule. Il remarque aussi que le baromètre, qui a son minimum le 13 juillet à 6 heures du matin, est resté presque constant. C'est une situation du barométrique issue de l'instabilité de l'air inégalement réchauffé au sol. Et le journal de Paris fait le parallèle du journal des savants. Le 12 juillet est marqué par un ciel couvert le matin et l'après-midi. Quelques coups de tonnerre sur les 8 heures du soir avec beaucoup d'éclairs. En fait, ces premiers coups de tonnerre ne sont que la marge d'un orage très violent qui marque le sud de l'Angleterre et qu'on le retrouve relaté dans la Gazette de France. On en a éprouvé ici et dans plusieurs endroits un orage terrible accompagné de tonnerre et de grêle. Les désastres qu'il a causés sont très considérables. L'église de Clare a été très fortement endommagée, plus de 20 chevaux aux vaches ont été tués. Plusieurs arbres ont été arrachés et d'autres rompus dans le parc de Greenwich. Les nouvelles de différents endroits annoncent quantité de dommages. Plusieurs personnes ont perdu la vie, quantité de meules de foin ont été embrasées. Donc cet orage va traverser l'Angleterre, ça va sur le bassin parisien quelques heures plus tard. Et donc on va en avoir ce tracé. Alors quels sont ces impacts? Ce sont des grêles. Ce n'est pas un orage de pluie, c'est un orage de grêle qui va détruire toutes les moissons. Alors le père Cotte relate heure par heure ce qui se passe à Laon, mais finalement au détour d'un document qui est conservé aux Archives nationales, on découvre qu'il n'était pas à Laon à l'époque. Et en fait, c'est ses nièces qui lui ont raconté ensuite. Et la grêle, finalement, n'a pas touché Laon. Alors, comme elle n'a pas touché Laon, au début, il raconte qu'elle a touché la ville de Laon, puis après, c'était au moins à 3 ou 4 lieues aux alentours. Alors, quand on prend dans la série C, quand on regarde les indemnisations et les destructions, on se rend compte que finalement, Laon a été moins touché, tout simplement parce que le plateau n'a pas été touché. Et comme on pourra le voir, il y a certaines communes qui étaient plus exposées que d'autres. Alors, par exemple, dans les paroisses très exposées, on va avoir Coucy-le-Château, où on évalue les pertes à 22 000 livres. Coucy-la-Ville, quand vous voyez la taille de Coucy-la-Ville, c'est 10 fois plus petit que Coucy-le-Château. 22 500 livres. Aminirouy, 13 000 livres. Barisy, 14 000 livres. Sévaux, 3 000 livres. Et après, quand on arrive à Deuillé-Servet, 495 livres. Donc vous avez vraiment, si on regarde sur ce zonage, on se rend compte que les grêles, à certains endroits, ont été beaucoup plus importantes et beaucoup plus grosses. Par exemple, à Saint-Gobain, Pierre Delaunay-Deslandes, qui est le directeur de la manufacture, va demander à des experts de se déplacer. Parce que Deslandes, c'était un grand financier, c'était un grand verrier, mais c'était aussi un grand financier, donc il espère pouvoir faire venir de l'argent pour la manufacture. Donc ils sont nommés experts Claude Vimy, qui est laboureur à la Croix-Verte et à Pourdon, donc à Berthecourt, et Antoine Malézieux, qui habite le château des Pourdons.
Et en fait, ils font une visite le 5 août 1788, donc bien entendu avec des Landes présents, mais aussi Noé-Étienne Bureau, qui est le syndic de la paroisse, le syndic de la paroisse, mais aussi, même s'il est présenté sur le document officiel comme syndic de la paroisse, c'est le plus gros marchand de bois de Saint-Gobain. Et ensuite, messieurs Dubois, Marin, Gobo, Chaland, Pontieux, Bourse et Vatier, membres de la municipalité. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans tous ces membres de la municipalité, bien entendu, vous n'avez aucun ouvrier verrier et aucun cadre de la verrerie, que ce sont tous des propriétaires fonciers ou des marchands de bois, ou pour Bourse, le propriétaire de 3 moulins. Finalement, pour une commune comme Saint-Gobain, qui à l'époque compte 3000 habitants, il n'y a que 29 familles de touchées par le sinistre. Donc c'est très peu. Chaque famille est représentée sur une liste où on a la profession du chef de famille, nombre d'enfants encore à domicile, la quantité de sinistres, la quantité de chanvre dont la famille jouit, et ce qui a été endommagé, et les pertes. Et avec cela, on va faire une déduction pour la taille. Donc les gens qui ont été fortement endommagés vont avoir une déduction, voire une exemption de taille. Et finalement, vous voyez, Saint-Gobain, c'est 3000 habitants, c'est 472 livres. Donc c'est très peu. Et c'est pour ça que si on regarde sur d'autres zones de l'Aisne, on se rend compte qu'il y a des points d'impact. Et puis après, plus on s'éloigne, et il y a de moins en moins d'indemnisation, puisqu'il y a eu de moins en moins de grêle. Alors, la plupart des paroisses vont déclarer des dégâts. Des dégâts qui sont vrais ou pas vrais, puisque pour bien pratiquer les archives, je sais très bien qu'on écrit ce que l'on veut bien écrire. Et il y a des paroisses, il y a eu des choses très, très bizarres. Alors, partout, forcément, on est au mois de juillet, donc on a les récoltes qui sont sur pied. Ça, c'est une évidence. On a aussi les productions fourragères, comme les vaches, la bisaille, les lentilles, les faverolles, les lentilles de près. On peut aussi avoir du lin et du chanvre qui est touché. On a à Ardon, on a les cultures d'artichauts. Voilà. Et oui, c'est sacré. Donc alors, l'an, c'est ce qui ressort de. Et à Frières-Fallouel, on ne sait pas pourquoi, c'est la seule commune qui dit que tous ces pommiers sont touchés. Et que les pommiers, pas les poiriers, que les pommiers. D'autres paroisses vont aussi faire des déclarations de perte de bétail. Par exemple, à Caumont, Villequier-Aumont, on aura 22 chevaux, 9 vaches, 15 brebis et un nombre important de volailles. En fait, la plupart du temps, les animaux en fait, ont été perturbés par la force des grêles et les précipitations, et donc ils ont pris peur, et là, la plupart sont retrouvés noyés. Et quand ils ne sont pas retrouvés noyés, ils ont été blessés, ils ont été effarouchés, et en fait, ils ne se remettent pas de leurs blessures. Alors, pour faire face à cette situation, on va en appeler à l'Assemblée provinciale, qui est relayée sur le terrain par les assemblées d'élection. Et on va leur demander d'endosser des missions fiscales qui jusqu'alors étaient dévolues aux généralités. Et il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas de fonds annuels d'indemnisation, comme il en existait dans d'autres provinces. Il faut savoir que l'assurance, j'ai trouvé une assurance sur les récoltes en 1789. Il y a eu quelqu'un qui a eu cette bonne idée. Mais contrairement à d'autres provinces, donc la généralité de Soissons n'a pas de fonds pour ces indemnisations. Et donc on va décider de réduction sur les impôts royaux, comme la taille, le 20e, la capitation, la prestation corvéable, et en fonction des pertes de chaque paroisse. Pour les paroisses qui sont le plus touchées, elles seront totalement exemptées. Le Conseil va aussi, à la demande du roi, créer une loterie.
c'est pas la loterie du patrimoine, là c'est la loterie pour les méfaits de la grêle. Et donc c'est une loterie de 12 millions de livres en faveur des provinces ravagées par la grêle. En effet, le roi dit, s'il ne lui est pas permis en ce moment de se livrer à toute sa bienfaisance, il est au moins de sa justice de subvenir aux besoins les plus pressants. Lors même qu'il s'est imposé la loi d'être avare de ses dons, il ne s'est pas dispensé d'être avare de ses secours. Le principe pour l'époque est assez ingénieux. La loterie repose sur l'émission de 40 000 billets et chaque billet est vendu pour la somme de 300 livres de tournoi avec possibilité de crédit sur les 2/3 de sa valeur. Le plus gros lot égale 200 000 livres, les plus petits 200 livres, le surplus revenant en faveur des sinistrés. Et finalement, les sommes reçues du roi par la commission provinciale du Soissonnais sont bien au-dessous des espérances, puisqu'en fait, on ne touchera en octobre 1788 que 30 000 livres, soit 1% du montant des dégâts. Ça fait pas beaucoup, non? Alors, l'orage de 1788 a mis à bas toutes les récoltes. À l'automne, on essaie de replanter en se disant que 1789 va être meilleur. Mais la gelée va commencer dès le 22 novembre. Et dès le 24, donc 2 jours plus tard, il faut piocher la terre. Par chance, le 4 décembre, il va neiger. Et donc, comme il neige entre 3 et 4 pouces de neige, en fonction de la zone où on se trouve, dans le Lannoy et le Soissonnais, et cette neige va tenir jusqu'au 25 décembre, donc les blés vont être préservés du gel. Donc chez M. Bouineuf, donc, qui habitait à Cessières, et on retrouve 18 degrés 3/4 au-dessous de 0. Voilà, la précision est telle, 18 degrés 3/4. Cette gelée, en fait, est forte. Elle fait moins de mal que celle de 1709, celle de 1740, même que celle de 1770. Mais la terre était extrêmement sèche. Et depuis septembre, en fait, il n'y avait pas plu. Donc, il y a eu beaucoup de terres qui n'avaient pas été ensemencées et qui ne l'ont pas été. À la même époque, puisqu'il n'y avait pas plu à l'automne, il y avait très peu d'eau. Et la disette d'eau fut si grande qu'il était impossible de moudre dans les moulins qui font tourner les rivières. Il n'y eut que ceux que des sources où des sources arrivent, où ils ont pu y faire le service du moulinage. Donc, peu de blé récolté en 1788, et quand il a été récolté, finalement, on n'a pas pu le moudre, si on voulait moudre dans un moulin à eau. À Camelin, le prêtre indique à la fin du registre de 1788, il y a eu ici, cette année, une nouvelle épidémie qui a raison des précautions qu'on a prises, a point fait beaucoup de ravages. Au commencement de cette épidémie est tombée, ici et dans les environs, une grêle qui a fait beaucoup de tort. Les grêlons étaient au moins gros comme des œufs de poule. Cet événement a eu lieu le 13 juillet, les suites ont été affreuses. Il a fait un froid excessif à dater du 26 novembre, jusqu'au 10 janvier 1789. La terre a été couverte de neige depuis la première époque jusqu'à la dernière. Presque tous les ouvrages ont été suspendus. La terre a été gelée jusqu'au moins 18 pouces de profondeur. La glace de la rivière d'Oise en avait au moins autant d'épaisseur. Un petit peu plus au sud, à Assy, l'hiver de 1788 à 1789 a été extrêmement rigoureux. Il a commencé par de fortes belles gelées sèches depuis les premiers jours de novembre 1788 jusqu'au 24 du même mois inclusivement. Mais le 25 du 10 mois, la gelée a été tout à coup si violente que les rivières ont été prises dès le lendemain. Cette gelée violente, accompagnée de fortes nuées de neige, de semaine en semaine, a duré sans interruption jusqu'au 24 de décembre 1788 et a causé un froid cuisant qui, selon les papiers publics, dans lequel on a rappelé les observations de 1776, 1740 et 1709, a surpassé dès ce moment de 7 à 8 degrés le froid de 76, de 6 degrés celui de 40 et de 3 degrés de celui de 1709.
Donc, entre ce que dit le prêtre d'Assy et ce qui était dit auparavant, en température, on est à peu près bon. Le 24 décembre 1788, un faux dégel a fait concevoir des espérances qui ont été vite trompées. Dès le surlendemain de Noël, fête de Saint Jean l'Évangéliste, la gelée a repris tout de plus fort au point que le 1er janvier, presque tous les moulins étaient réduits à la possibilité de tourner et la ville et à la campagne, déjà attablée par la cherté du blé, était encore menacée de la famille la plus triste par le défaut de farine. Un grand nombre des gens qui s'étaient réfugiés dans la ville de Soissons ont dû sortir pour retourner dans leur paroisse pour quêter du blé ou même du pain. Le 6 janvier 1789, une bise cruelle qui coupait le visage s'est réunie à la rigueur du gelé. Ce jour et les suivants, toute la paroisse a été occupée à déglacer les 2 moulins de l'étang du Mongin. Opération qui a paru jusqu'ici impossible pour la plupart des moulins de crise, dont plusieurs ne tournent plus du tout, le dégel étant enfin arrivé le 14 janvier. Donc après l'épisode des grêles, on a eu l'épisode de l'hiver très froid. Donc cet hiver très froid, en fait, on le retrouve aussi dans un certain nombre de documents, et notamment dans les cahiers de doléances, parce que va arriver la rédaction des cahiers de doléances. Donc il y a ceux qui écrivent la même chose régulièrement et qui recopient une sorte de modèle, et puis il y a ceux qui vont raconter la réalité de terrain. La communauté de Benay, par exemple, dit que à cause des grêles de 1788 et de l'hiver froid de 1788-89, elle désirait pouvoir offrir à Sa Majesté une somme proportionnée à son petit nombre et à ses facultés pour aider à payer les dettes de l'État, mais comme le fléau de la grêle qu'elle a essuyé au 13 juillet dernier l'a réduite à la dernière des misères, elle ne pourra pas. À Marais, donc Marais d'Ancourt, les habitants font valoir que des années malheureuses qui se sont succédées, une désastreuse a tout ravagé le 13 juillet dernier, et le prix excessif de tous les objets de première nécessité ont porté au comble la misère de cette paroisse. Ceux de Neuflieu se plaignent surtout des dégâts du gibier, qui achèvent de mettre le comble au désastre occasionné par les gels et la grêle. Sans invoquer implicitement les conséquences de l'orage, d'autres communautés dénoncent la trop grande cherté des grains dans les temps de disette, notamment à Frière-Fallois, qui brandit le spectre d'une émeute. À Faux-Lambray, en 1789, la récolte faite sur le terroir est la suivante. Froment et Méteil, 6000 gerbés pour 4 boisseaux. La gelée et le gibier ont fait beaucoup de tort. Seigle, 6000 gerbés. Orge, 600 gerbés. Avoine, 2000 gerbés. Cidre et vin, néant, la gelée a tout perdu. Donc on est dans une situation au printemps 1789. Vous comprenez mieux pourquoi la population va se révolter après. Les grêles ont détruit la récolte sur pied en 1788 et les semences de 1789 ne vont rien apporter. Mais quelques personnes se font remarquer. On a le curé Flaubert de Blérancourt. Alors le curé Flaubert de Blérancourt, moi j'avais lu ses annotations dans le registre paroissial, mais je ne savais pas que c'était une célébrité. Alors, en fait, le curé est quand même un gros propriétaire puisqu'il avait un très gros stock de blé. Et à Blérancourt, donc de début juillet 1788 au début février 1789, le blé, la mesure de blé passait de 4 livres 10 sous à 10 livres. Le curé Flaubert décide de sortir tout son stock et de le vendre au prix d'avant le 13 juillet 1788. Et en fait, il a déjà fait ça en 1775 au moment de la famine. C'est un acte qui pourrait passer totalement inaperçu parce que ça, il ne l'écrit pas dans son registre. Mais au détour
au détour d'une liasse de la série H des Archives nationales, on découvre que l'archevêque de Lyon, Alexandre de Marbeuf, qui est ministre de la feuille des bénéfices, propose de le récompenser pour sa bravoure et son geste méritant pour avoir empêché la hausse des prix du blé dans sa paroisse. Et donc, il va recevoir la médaille de la Société royale d'agriculture. Voilà. Mais ce qu'on ne retrouve pas dans les archives de la série D de la Société royale d'agriculture, enfin de la Société locale d'agriculture, et dont il ne se vante pas non plus dans son registre. Alors, à Blérancourt, tout se passe bien parce que le prêtre a un gros stock. On en est loin d'être là. Et on en est tellement loin qu'en fait, les blés, on va chercher du blé très très loin. Donc, on va chercher du blé hors de France. Le blé, en fait, va arriver soit par la baie de Somme, par Savellery, soit il vient des régions hanséatiques, et là, il va descendre par la terre, donc et traverser l'Allemagne ou les Pays-Bas et la Belgique actuelle. Et donc, les habitants de certaines paroisses du Lannoy vont aller piller les stocks. Notamment, on a ceux de Danizy qui pillent les blés qui arrivent par Montigny, des Crécy qui sont destinés à l'artillerie de la Fer. Ceux de Tracy vont aller jusqu'à Jussy pour arrêter un très gros convoiement, puisque c'était un marchand qui était natif de Dallon, mais qui arrivait avec 922 sacs de blé. Et donc, les habitants de Tracy vont réussir à en prendre 472. Voilà. Et c'est un pillage de très grande ampleur, puisqu'en fait, ce pillage, il en est fait mention d'au moins 3 liasses des archives du bailliage et dans une liasse de l'intendance de la Somme. Donc c'est un pillage qui commencera le 5 mars à 4 h de l'après-midi et qui va continuer jusqu'au lendemain, malgré la présence d'un bataillon d'artilleurs venus de la Fer, puisque c'est pour eux, et de plusieurs troupes de la maréchaussée. Au marché de Chauny, tous les blés sont pillés avant d'être vendus. Et partout, donc on a des pillages. À Laon, finalement, sur le marché de Laon, pas trace de rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais les archives n'en gardent pas trace. On a vraiment focalisé sur les arrivées de blé pour les marchés extérieurs. Alors, ce manque de blé, ce manque de tout font que des épidémies vont rapidement se développer dans tout le Lannoy et on va demander aux habitants du Lannoy de se tourner vers d'autres cultures. Et c'est notamment la Société de l'agriculture qui va leur demander de cultiver donc, les prairies artificielles et le turneps, donc le navet. Voilà. Au lieu des céréales, en se disant que c'était des choses qui étaient beaucoup moins périssables. Donc vous avez vu que tout au long du XVIIIe siècle, finalement, la température a fluctué, les orages, les pluies et les grêles ont été présentes, les hivers ont été calmes, très arrosés, très très froids. Donc finalement, dire que le temps ou le climat qu'on a actuel est exceptionnel, bah non. En fait, on est sur des ruptures cycliques qui reviennent, des ruptures qui sont des fois sur 20 ans, sur 30 ans, mais tout au long du XVIIIe siècle, vous avez pu voir qu'il y a eu autant de dommages. Alors, par contre, il faut se remettre dans la perspective qu'on est dans un paysage qui n'a pas été touché par l'homme. Donc, la crue de l'Oise au niveau de la Fer, c'est bien pire que ce qu'on connaît maintenant avec tout ce qui a été fait, notamment avec le réservoir en aval de Ploisy, en amont de Ploisy. Donc, mais il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, on vit ces catastrophes avec des assurances. On a des assurances, on a des systèmes qui font que si votre épicier n'a plus ce qu'il faut, vous allez à la grande surface du coin et généralement vous trouvez. Enfin,
On a eu quelques épisodes avec le Covid qui nous ont montré que ça pouvait être dévalisé, mais on n'en est pas dans des situations telles qu'elles ont été connues au XVIIIe siècle, puisqu'en fait on s'approvisionnait local, on produisait soi-même son alimentation, et que certains faits climatiques ont fait qu'on n'a plus ni blé pour faire le pain, qui était quand même le plat principal, la nourriture principale. La pomme de terre, en fait, dans la région, elle arrive dans la région vers 1740. Mais elle arrivera du côté de Vervins. Et allant, on la regarde très bizarrement, on préfère les artichauts. Mais les maraîchers d'Ardon vont la cultiver très très tardivement. Donc en fait, quand on est comme au XVIIIe siècle dans une situation où on reste sur place, où on produit soi-même son alimentation, qui est à la fois ses céréales, mais aussi c'est le pot de légumes qu'on connaît, et puis on produit aussi sa volaille, on peut produire ses vaches pour le lait. Ben, il y a des situations en fait qui finalement sont bien plus critiques que ce que l'on connaît actuellement. Et qui ne sont pas ou peu connus parce qu'en fait, il faut aller les chercher au détour des liasses d'archives, au détour des registres paroissiaux. Donc, je dirais que quand je me suis remis à travailler sur ce sujet-là, bon, la première chose, j'ai été voir les articles de Jérôme Buridan, parce que Jérôme, sur le sujet, il adore écrire sur le sujet, donc il y a un certain nombre de liasses qu'il doit connaître par cœur, la C930 et la C931. Il aura même consacré un article rien que pour ces deux liasses-là. Mais il faut faire le parallèle avec ce qui s'est passé ailleurs. Et en fait, on se rend compte que dans le Soissonnais, dans le Lannoy, on a une situation qui est relativement paisible. Si on va, par exemple, près d'Abbeville, on aura des situations de révolte qui seront beaucoup plus importantes, parce que déjà, là, on a des problématiques qui sont autres, notamment avec la mer qui va rentrer dans les terres régulièrement et qui va détruire tout. Mais il faut savoir que le 18e, on fait très souvent du 18e, on parle du grand hiver, du grand hiver, de l'hiver de 1740, on parle de l'averse de grêle du 13 juillet 1788, parce que ce sont des choses qui ont marqué les populations et pour lesquelles on a beaucoup de témoignages. Il suffit que vous vous mettiez sur Gallica et que vous tapiez une de ces trois dates-là. Vous allez avoir d'une production littéraire qui est énorme. Mais c'est comme maintenant. Dans 50 ans, vous demanderez aux personnes qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il y en a beaucoup qui vont vous dire 1989, la tempête. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 1989 et 2050? Voilà. Donc en fait, le climat, la température, c'est des successions de cycles. Alors, on peut avoir des années très chaudes, on peut avoir des années très froides, et finalement, ce que l'on vit actuellement, c'est un petit peu la même chose. Sauf qu'on n'a pas les répercussions supplémentaires derrière, et qu'on n'a pas les épidémies derrière, théoriquement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que l'Académie de Soissons s'est intéressée aux aléas climatiques? Très peu. Dans la l'IASD, on sait tout. Mais très très peu. Et c'est surtout parce que le curé de Blérancourt avait eu sa médaille. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la régulation des stocks, c'est-à-dire de quels opérateurs économiques pouvaient réguler les stocks? On va penser coopératives agricoles, des moulins, etc. Pas des moulins, des grandes sociétés de ménage. Et est-ce que les différentes possessions des différentes entités de l'Église, c'était l'exemple de Blérancourt, est-ce qu'on a plus, si je me trompe pas, est-ce qu'on sait si les évêchés, les chanoines, les ordres monastiques avaient une intervention pour indirectement nourrir la population? Alors quand bien même, évidemment, la farine est produite à la semaine, enfin, pour un court délai, quoi. On ne stoppe pas de la farine
Non. On stocke les grains au sec, et puis au fur et à mesure, Alors, manger plus de... les grandes abbayes avaient des grandes possessions terrières et avaient des grands stocks. Et quand on regarde des plans des abbayes, des abbayes du premier ordre, donc des bénédictins, des cisterciens par exemple, il y avait des greniers immenses. Voilà. Donc après, à eux de savoir qu'il y avait certaines abbayes qui avaient je dirais une politique sociale beaucoup plus poussée que d'autres. Les grands ordres monastiques, eux, c'était vraiment une politique mercantile. Alors, de temps à autre, sur des grands événements, ils vont lâcher du lest, mais pas énormément. Et on va lâcher du lest, par exemple, si Paris va demander du blé, on lâchera du lest pour vendre du blé à Paris, plutôt qu'aller en donner à un petit village du Lannoy. C'est des grandes possessions, les grandes abbayes, c'est des grandes possessions. Et quand on voit, par exemple, bon, Prémontré, c'est une possession en bois. Ils ont très peu de, ils ont très peu de terres cultivables. Mais quand on voit dans toutes les abbayes autour de Laon, il y a des très très grands greniers et il y en a encore qui perdurent aujourd'hui. Donc on voit bien l'importance qu'avait le blé à cette époque-là. Et c'était aussi une monnaie d'échange. On spéculait en fait. Voilà, on spéculait. Mm. De même que les blés servaient aussi de réserve de semailles, ce qui a accentué aussi le problème disons, du monde rural. Parce qu'il fallait qu'ils prélèvent, ils ne pouvaient ressemer que dans ce qu'ils semaient, c'était au détriment de leur nourriture. Voilà. Et quand le blé en fait moisissait, parce que puis c'était trop humide, en fait ils n'avaient pas la semence pour l'année suivante. Et ils ne prenaient pas entre deux. En fait. Voilà. Parce que dans le cours exposé, vous avez dit qu'ils ont ressemé. On est allé chercher une seconde fois. Mais voilà. Donc quand on ressème, on prend sur son stock de nourriture. Ouais. Oui, dites on va cultiver les navets, mais ça n'a pas le même pouvoir calorique. Non, mais c'était ce qu'on avait trouvé à l'époque. On avait trouvé à l'époque les navets, les prairies artificielles, etc. En se disant ça résiste beaucoup plus facilement. Et la société d'agriculture de Soissons avait été très favorable aux navets. Oui. Voilà. Merci beaucoup.